Parole continentale a consacré une interview exclusive via Skype à M. Dagobert Banzio. Bonjour Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Économiste financier, expert en café cacao et ingénieur des travaux publics. Il a occupé successivement des postes ministériels, notamment le ministère du Sport, de la Jeunesse et des Loisirs, les ministères des Infrastructures économiques et le ministère du Commerce. Homme politique et député ivoirien, il est aujourd'hui le président du Conseil général du Cavali, sa région natale située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans l'interview qu'il a accordée à Parole continentale, M. Dagobert Banzio répond sans détour aux questions posées par le journaliste Makaïla Ngebla. Après avoir fait les points sur la région du Cavali, M. Banzio a évoqué le retour des réfugiés et exilés ivoiriens. Selon lui, le Conseil général est mobilisé pour la mise en place des infrastructures d'accueil et d'insertion de ces derniers dans leur pays d'origine. Concernant l'épineuse question du foncier rural, M. Banzio a estimé que c'est toute la forêt du Cavali qui est convoitée, mais il avertit que toute transaction qui n'est pas conforme aux lois est nulle et de nul effet. Toute opération foncière pas conforme au texte ivoirien est une opération nulle et de nul effet. À propos du climat politique dans le Cavali, M. Banzio s'est montré plus rassurant. Le peuple du Cavali n'est pour le moment préoccupé par des questions de l'agenda politique. Il y ajoute, le peuple du Cavali pense ses plaies suite à la guerre civile qu'a connue la région. À la diaspora ivoirienne, M. Banzio demande à ce qu'elle s'informe mieux afin d'éviter de propager des slogans infondés. Parole continentale vous invite à suivre l'intégralité de cette interview réalisée depuis Paris. Et donc, très rapidement, nous nous sommes intéressés sur la région de Cavali et que nous voudrons vous demander comment elle se porte cette région de Cavali en tant que président du Conseil général. Alors, merci beaucoup. Donc, la région du Cavali, pour les auditeurs, c'est une région située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle fait frontière avec le Libéria. Et nous avons à notre partie est le Cavali, qui sépare la Côte d'Ivoire au Libéria par endroit. Tout à fait. Et la région a une superficie de 12 000 km². Et en 1998, la population recensée était de 310 000 habitants. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons être entre 550 000 et 600 000 habitants. Tout à fait. Zone forestière, zone qui malheureusement a connu toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées depuis le 9 septembre. La crise de 2000, la crise même après le coup d'État, celle de 2000 et celle de 2010. En 2010, c'est dans cette zone que malheureusement la guerre s'est déroulée. Nous avons vu tout ce que nous avons pratiquement détruit. Les populations se sont réfugiées au Libéria et c'est la zone où les cœurs étaient très forts. La situation aujourd'hui, c'est la question que vous posez. Depuis 2010, depuis 2011, les populations ont commencé à revenir. Vous devez savoir qu'après la crise de 2011, la Côte d'Ivoire avait près de 200 000 personnes réfugiées au Libéria. Aujourd'hui, le Libéria et la Guinée, on a 64 000 personnes qui restent là-bas, pour lesquelles nous nous battons pour le retour des réfugiés. Nous battons aussi avec les organisations des Nations Unies, le système des Nations Unies et le gouvernement, assister les populations qui reviennent. Un programme d'insertion pour que les populations soient autonomes en termes d'aliments, en termes de ressources, que la vie se stabilise. Et il faut aussi dire que ce soit le gouvernement ou bien les organisations humanitaires, qui sont les infrastructures collectives ont été reconstruites, que ce soit les écoles, les centres de santé, le conseil régional, qui a pris le relais des conseils généraux de tout le peuple et des Guiglo, s'emploie aujourd'hui à faire achever les projets qui ont été lancés par les ex-conseils, mais bon, qui pour la plupart ont été achevés.
initier aussi certains nouveaux investissements complémentaires. Où il n'existe pas. Oui. Il y a un équipement minimum qui permet à la région du Cavally de se positionner un peu à un niveau acceptable qui soit compatible avec son niveau de ressources. C'est une zone de production de café et surtout de cacao. Oui. De bois, mais nous produisons également l'EVA. Oui. Beaucoup de produits vivriers sont produits dans cette zone. Et, il faut une contrepartie en termes de développement pour la zone. C'est ça. Et vous en tant que président du Conseil général de la région, quelles sont les actions que vous avez posées personnellement comme en termes d'exigence afin de réclamer les retours en fait des Ivoiriens et des exilés dans la région, dans la localité de Cavally? Alors, avant que je ne sois élu président du Conseil, parce que en tant que président du Conseil, on peut dire c'est 7 à 8 mois que nous avons été installés. C'est ça. Donc, le fils de la région est député. Oui. L'action a été menée. Bon, j'ai déjà été envoyé, j'étais le premier à aller au Libéria pour chercher les populations. C'est ça. Et puis moi-même, à titre personnel, financer le retour de nos parents. Oui. Parce qu'à l'époque, les Nations Unies exigeaient un accord tripartite entre l'État de Côte d'Ivoire et le Libéria, oui, avec les Nations Unies avant que les populations ne soient accompagnées. Donc nous avons dû organiser une action volontaire de retour des populations. Ça a touché au moins 7000 personnes. Oui. Et puis par la suite, le HCR, la Côte d'Ivoire, le système des Nations Unies, derrière on signé un accord pour accélérer le retour des populations. Nous avons nous continuons à y travailler. Oui. Et en tant que président du conseil, ce que nous avons fait, c'est de concevoir un projet de développement intégré. C'est ça. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons organisé une réunion avec les autorités préfectorales. Oui. Question du foncier. Oui. Et avoir une lecture harmonisée par rapport aux textes qui régissent la matière en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Que nous puissions respecter les droits des propriétaires terriens, mais aussi les droits de ceux qui légalement ont acquis des parcelles sur lesquelles ils travaillent. Oui. Donc nous avons eu cette séance avec les autorités préfectorales pour aborder une des questions cruciales de la zone, qui est la question foncière. Oui. Et puis, bon, il y a plusieurs activités. D'abord, nous avons pu inventorier tous les besoins en termes d'investissement de la région. Oui. C'est notre mandat. Nous avons programmé les travaux qui sont à réaliser dans chacune des localités. Oui. Que ce soit le chef-lieu de la région, qui est Guiglo, chef-lieu des départements, qui sont au nombre de 3 en dehors de Guiglo, donc quelqu'un trouve le Taï, et les grandes sous-préfectures, et puis maintenant les villages centres et les autres villages, nous avons programmé en 3 ou 4 réalisations jusqu'à la fin de notre mandat. Que ce soit des questions d'école, des centres de santé, d'électrification, d'eau, et puis certains équipements sportifs, que ce soit les stades, ou bien les zones de jeunesse, leur équipement. Ces éléments, nous y avons travaillé. Bon, évidemment, les collèges dans toutes les sous-préfectures ont donc élaboré un programme. Et en plus de celui-là, nous avons un projet de développement intégré dans lequel les jeunes, on commence par 1000 jeunes. Nous avons déjà acheté les équipements, c'est-à-dire les machettes, les houes, les dabas, les limes, c'est des jeunes. Partis entre les 4 départements, plus démarrer. Ils ont même démarré les travaux déjà, les travaux champêtres. Nous, ça y est, abattre les arbres, on a acheté des tronçonneuses et tout. C'est ça. Ils puissent faire donc du vivrier dans les premières années. Vous savez que le café, on a un café d'un an. Nous sommes la région en partenariat avec le CNRA. Tout à fait. Donc il y a un café, quand vous le plantez, vous plantez les d'un an, vous avez déjà la récolte. C'est ça. Il y a 12 ans. Il y a un rendement de 3 tonnes à l'hectare, alors que le cacao actuellement c'est entre 300 et 800 kilos à l'hectare. On multiplie pratiquement la production par 10. Mais ces différentes spéculations qui sont des cultures de rente, ça suffit
cultures vivrières que sont le riz, le maïs, comment on appelle donc le riz, le maïs et la banane surtout, la banane qui reste, avec le café et le cacao tout le temps. Donc nous avons sélectionné les jeunes, il y en a qui vont faire donc l'EVA, il y en a qui vont faire le cacao, et il y en a qui feront le café. À chacune de ces cultures, on associe les cultures vivrières aux cultures maraîchères pour donc avoir disons l'alimentation, pour avoir des ressources. Nous avons aussi un projet manioc. C'est du manioc qui, au bout de 8 mois, vous avez 1 hectare, au bout de 8 mois, ça vous permet d'avoir des boutures pour près de 8 hectares, 18 hectares. C'est ça. Au bout de 8 autres mois, vous pouvez encore tirer hectares. Comme vous le savez, nous, dans notre région, on mange des manioc. Donc, non seulement on va utiliser des tiges pour faire les boutures, d'1 hectare, on a 10 ans. Plus on mange des feuilles de manioc. Et puis, au bout de du 16e mois, c'est-à-dire 2 par 8, on récolte ce manioc-là qui donne 30 tonnes à l'hectare. D'accord. Ça aussi, il y a le projet des manioc, il y a le projet. Parce que le manioc, lui, ne s'associe pas aux cultures de rente, parce que c'est une culture qui est très exigeante et qui appauvrit le sol. Tout à fait. Les choses sont associées aux cultures de rente. Donc, c'est l'un des projets les plus importants parce que si vous avez de l'eau ou de l'électricité dans un village, si les populations n'ont pas de revenus, ils ne pourront ni scolariser leurs enfants, ni aller se soigner au centre de santé. Tout à fait. Donc, au moins avoir un contrôle de l'électricité. Et monsieur le ministre, on a l'impression que les forêts de Blolequin intéressent ou bien sont convoitées par des étrangers et ça suscite souvent des contentieux, genre contentieux du foncier rural. Est-ce que vous avez à ce niveau des inquiétudes à soulever ou bien à envoyer quand même en direction des autorités administratives de Côte d'Ivoire? Bon, alors c'est pas seulement les forêts de Blolequin. C'est toutes les forêts du Cavali qui sont convoitées. Et bon, on a des réactions qu'il faut changer. Il faut changer les réactions des Ivoiriens et des Africains de façon générale. Tout à fait. Tout le monde croit en forêt. Tout à fait. Il faut aller planter. Alors que de changer des habitudes culturelles, que ce soit au centre, au nord ou même très au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au Burkina, il y a des cultures qui sont possibles. Ce n'est pas en venant dans la forêt, parce que si on détruit le couvert forestier, le changement climatique va devenir irréversible. Et nous aurons l'irrégularité du climat en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et nous tous le désert. Donc, ce qui nous reste de forêt dans cette zone, nous avons d'ailleurs le parc national de Taï, qui est complètement de l'humanité, que nous devons préserver. Hier, j'ai eu une réunion avec l'ancien groupe GTZ qui est devenu GIZ allemand, avec lequel on va travailler sur un plan de sécurisation tout autour du parc, avec le IPR, pour que les gens continuent de squatter certaines forêts qui sont des forêts classées. Et puis d'autres forêts classées qui ont été largement investies, pour lesquelles le gouvernement, avec la sous-gestion d'efforts, doit faire des efforts pour enlever les populations de ces forêts, pour préserver l'activité de l'environnement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais pour les terres qui sont les terres villageoises, qui ne sont pas des forêts classées, où les gens viennent s'installer, nous disons qu'il faut respecter la loi. Tout à fait. Aujourd'hui, à Abidjan, quand se permet de vendre la maison d'un tiers, c'est un voleur, c'est lui qui a acheté, c'est un voleur. Donc, une personne qui vient à l'ouest, qui s'installe comme ça, voit un jeune homme, même personne responsable, mais qui n'a pas le droit de vendre, parce qu'il est propriétaire, et que la transaction se conclut à l'insu des populations. Comment pour vendre la terre, il y a une procédure. Union de famille. Et ça doit se faire devant témoin avec le chef de terre. Et seulement à l'issue de ça, avant de mettre le certificat foncier, il faut faire ce qu'on appelle une enquête de commodo et incommodo. Pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être brûché dans cette affaire. C'est au terme de cette procédure-là qu'on peut l'opération est faite.
Mais vous ne pouvez pas, à l'insu des populations, issus des propriétaires qui pour certains sont réfugiés au Libéria, conclure avec celui à qui vous ne devez pas conclure, sans respecter la procédure. Tout à fait. Vous avez acheté la tête. C'est ce que nous disons aux autorités. Et je crois que le dernier discours du ministre de la Justice que j'ai écouté rejoint l'occupation. C'est qu'il faut respecter les textes, il faut appliquer les textes, il faut respecter les procédures. D'accord. Et donc, quand les populations sont réfugiées au Libéria, que des gens viennent faire des transactions sur leur terre à leur insu, nous considérons que ce sont des transactions nulles et des nuls effets. Voilà. Et quelle sera... Quelles activités n'auront que les yeux pour pleurer, parce que si vous achetez une maison alors que celui qui vous l'a vendue n'est pas propriétaire, vous n'aurez pas la maison. Tout à fait. La même la terre. Tout à fait. Et même celui qui a grugé les personnes peut faire l'objet de la part des élus qui l'a grugé, des poursuites devant les tribunaux. Tout à fait. D'accord. Et pour les auteurs des infractions qui n'ont pas respecté un certain nombre de procédures dont vous avez évoqué, quels sont les dispositifs pour quand même réprimer, je dirais, les auteurs de ces contraventions? Non, mais bon, ce sont les sanctions contre ceux qui posent des actes délictueux de façon classique. Tout à fait. Soit ils font du recel, soit simplement... donc, ils vont faire l'objet des sanctions naturelles si la personne qui est victime porte plainte. Tout à fait. Ils vont être arrêtés pour des raisons d'escroquerie, purement et simplement. Nous allons revenir sur les questions liées aux exilés et aux réfugiés politiques ivoiriens, et dont vous avez évoqué d'un accord tripartite, État de Côte d'Ivoire, système des Nations Unies, les HCR notamment, et les pays qui accueillent ces réfugiés ivoiriens. Et généralement, d'après les informations qui nous parviennent, c'est que certains réfugiés ivoiriens ont posé la question sécuritaire. Est-ce que vous pensez que la question sécuritaire est vraiment effective lorsque ces réfugiés et exilés politiques ivoiriens retournent dans leur pays d'origine ou bien dans leurs régions respectives? Bon, nous savons qu'au début, il y a eu quelques incidents, mais vraiment, c'est maintenant très rare. Évidemment, des cas plus compliqués. Si un réfugié est connu comme quelqu'un qui a tué, bon là c'est compliqué. Moi j'ai dit aux parents, je demande aux gens de revenir, mais évidemment moi je ne connais pas quel acte chacun a posé. Maintenant si c'est des personnes qui ne sont impliquées dans rien, vraiment, elles n'ont rien à craindre. Évidemment, si c'est un meurtrier qui est reconnu comme tel, dans toute société du monde, ça pose problème vis-à-vis des parents des victimes. Mais en dehors de cela, il n'y a même plus vraiment d'incidents. Je fais allusion à cela parce qu'il y a un jeune qui avait été identifié comme celui qui était responsable de certains actes. Bon, là, c'est vraiment des cas exceptionnels. En dehors des cas exceptionnels, il n'y a plus de menaces, il n'y a même plus de risques. On a dit aux populations, celles qui découvrent quelqu'un qui a posé un acte, il faut aller porter plainte. Il ne faut pas se rendre justice. Donc, en tout cas, dans la zone, tout se passe vraiment bien aujourd'hui. Il n'y a pas de risque de cette nature-là. Notre seule inquiétude aujourd'hui, c'est les attaques qui viennent du Libéria et qui vis-à-vis donc de la zone frontalière. On avait connu cela en mars 2013, avant les élections des conseils régionaux. Et puis là, il n'y a pas eu d'attaque, sauf la dernière attaque qui s'est produite au niveau de Grabo, c'est-à-dire un peu vers le sud, à la frontière du côté de Tabou. Donc, ces attaques-là, c'est ça qui peut nous inquiéter. Et nous demandons aux autorités de part et d'autre, Côte d'Ivoire, Libéria, faute de l'ONU à la MUNIP, que ce genre de situation ne se produise plus. Bon, évidemment, la question qui est posée, c'est là notre rôle. En politique, de façon globale, le climat actuel. Alors, d'abord, en tant qu'élu local, je peux vous dire que nos populations sont loin de ces préoccupations encore. Les populations sortent progressivement d'une situation difficile. Sont totalement défigurées. Où on fait revenir progressivement l'espoir. Donc, dans la zone, ils sont vraiment loin de ces préoccupations. Celles que vous évoquez sont des préoccupations
des gens d'Abidjan. Voilà. Sinon, chez nous, les gens se préoccupent pour l'instant de comment on va avancer, comment nous allons leur donner en tout cas un minimum pour qu'ils puissent disposer de leur plantation, de leurs ressources. C'est vraiment un élément important. Et la question foncière, si vous allez là-bas, ce qui les préoccupe, c'est ça. Ce n'est pas d'abord les questions électorales. Évidemment, en tant qu'homme politique, et puis en tant que membre du secrétariat exécutif du PDCI, parce que je suis secrétaire exécutif du PDCI, chargé des 26 commissions techniques, qui sont des commissions qui traitent des questions économiques, des questions sécuritaires, des questions de relations internationales. En tout cas, toutes les questions de la vie, de la mission, que traitent donc les 26 commissions du PDCI qui élaborent, mettent à jour le projet de société de notre parti. Donc, en tant que tel, nous jouons un rôle que le président Bédié a voulu nous confier au niveau du secrétariat exécutif. Et pour l'heure, en tout cas, tout se passe bien. Nous devons élaborer notre plan stratégique, la vision du PDCI, évidemment mettre à jour le projet de société, et puis bon, tous les autres aspects qui sont les aspects des alliances sont traités également dans le cadre du secrétariat exécutif. Pour l'ambiance électorale, on n'en est pas encore assez proche, même si on sent déjà des signaux et des initiatives qui sont prises ici et là. Le président Bédié l'a dit au terme donc de notre dernier congrès, le 12e congrès. Nous aurons en octobre prochain une convention qui pourra donc donner une ligne de conduite à nos militants par rapport à la question de la candidature. C'est ça. Et on sait très bien que la Côte d'Ivoire possède une diaspora un peu partout, notamment ici en France. Et vous, en tant que, je dirais, aussi non seulement originaire de Cavali, mais aussi un homme politique qui est très connu, quel est votre message en direction de cette diaspora ivoirienne, qu'elle soit à Paris, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, pour qu'elle essaie d'être beaucoup plus impliquée dans le processus démocratique, aussi bien le processus de développement de votre pays? Bon, alors, moi, ce que je peux dire, j'ai été à Paris pendant 6 ans, donc je sais ce que c'est qu'être à l'extérieur. C'est ça. Ce que je demande aux uns aux autres, c'est d'éviter de se contenter que des slogans que les gens lancent et des informations qui ne sont pas souvent avérées. Tout à fait. Notre région a traversé des moments difficiles, des problèmes que je n'ai jamais publiquement évoqués. Vous avez des gens qui savent que au lendemain donc de la crise post-électorale, la maison d'où je vous parle, ma maison à Abidjan, a été cassée. Celle de Globé a été pillée, cassée. Et mon village a été incendié, y compris ma maison. Tout à fait. Et les auteurs, bon, nous ne disons pas que nous leur pardonnons cela, mais nous disons que ce n'est pas à cause de cela que nous devons nous braquer. Mais quand les personnes qui ont posé des actes délictueux vont mentir à nos frères de l'extérieur pour dire qu'elles sont victimes, c'est paradoxal. Tout à fait. Je voudrais que les gens, quand ils formulent leur jugement, quand on est à l'extérieur, comprennent la peine de mieux s'informer. Tout à fait. Parce qu'il y a eu une désinformation, une indication telle que je méfie même d'échanger avec certains, parce que ils ont adopté des positions qui ne sont assises sur aucun élément d'objectif. Tout à fait. Donc, je tiens à le souligner et dire que nos parents, en tout cas pour ceux du Cavali, ce qui les préoccupe, c'est vraiment de sortir de cette crise-là. Et pour sortir de cette crise de façon durable, il faut que nous leur garantissons des revenus autonomes. Tout à fait. Donc on va vous construire les routes, les hôpitaux, les services, les écoles. Si les populations n'ont rien, c'est comme on n'a rien fait. Et c'est pour cela que le Conseil régional travaille pour la mise en œuvre d'un programme de développement intégré, et un programme global, et un programme inclusif qui ne distingue personne, qui ne se préoccupe de la position
politique de personne, mais qui ne s'occupe que de la personne. Et donc les jeunes qui ont été identifiés, nous devons donc faire en sorte qu'ils s'engagent résolument à travailler. C'est à ce prix-là que nous pourrons préserver notre foncier. Si des jeunes sont dans les villages qui ne font rien et qui passent tout leur temps à brader leur terre, quand vous avez bradé aujourd'hui, l'année prochaine, vous avez bradé et que vous n'avez plus de terre, dans 3 ans, vous n'avez plus rien à brader. Il ne reste qu'à vadrouiller, donc revenir à Abidjan, et vous êtes maintenant sans base. C'est ça. Donc pour que les choses soient corrigées, nous sommes donc en train de travailler pour les remettre sérieusement au travail. C'est un peu le message que je voulais leur lancer. Vous, en tant qu'expert en cacao, café et autres produits qui sortent du Cavali, quel est le plan de gestion que vous avez mis en place afin de permettre aux populations de bénéficier de tout cela? Bon, il faut dire que pour le cacao et le café, nous, quand j'étais au gouvernement, nous avons contribué à la mise en place du conseil café-cacao. C'est en fait la nouvelle caisse de stabilisation pour mieux vendre nos produits, préserver les intérêts de tous les acteurs, y compris les producteurs. Donc le système qui est conçu, il porte quand même notre marque, puisque nous y avons contribué, et préserve les intérêts de tous les acteurs. Il a quelques problèmes qui sont à améliorer. C'est l'organisation de la commercialisation intérieure qui doit être améliorée, puisque le conseil a des représentants dans chaque région. Mais bon, ils sont en nombre insuffisant. Et il faut donc faire en sorte, et c'est ce que nous faisions en 1999 quand la Banque mondiale a démantelé la caisse de stabilisation. C'est la mise en place de ce qu'on appelle les magasins généraux. Permettre une meilleure organisation de la commercialisation intérieure dans chaque région et qui aura une valeur plus importante pour tous les acteurs de l'immobilier dans la région. Donc c'est à cela que nous allons travailler ultérieurement. En tout cas pour la région de Cavali, nous avons prévu à terme de mettre en place un magasin général au niveau de Guigo. Autour de ce magasin général, toutes les transactions liées à la commercialisation du café et du cacao devraient se faire là. Et cela devrait permettre, en complément avec le système national, la stabilisation de prix, d'améliorer en tout cas la valorisation des produits dans la région. Et vous pensez que grâce à ce plan, les planteurs peuvent en bénéficier? Ah oui, absolument. Déjà qu'ils bénéficient avec le système national, ils bénéficient encore aujourd'hui de façon importante. Et, si on y ajoutait le magasin général, ça va améliorer encore plus leurs revenus. Monsieur le ministre, nous allons poser une question un peu relative à la démocratie, relative aussi aux exigences de la démocratie, dont la liberté d'expression. Comme nous sommes dans une maison qui accueille les journalistes et qui sont effectivement persécutés, traqués, pensez-vous quel regard portez-vous sur la liberté d'expression de façon générale en tant qu'homme politique africain? Bon, pour la Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il n'y a vraiment pas de problème. Les journalistes disent tout. Et quelquefois même ils disent ce qui n'est pas vrai. Et ils ne sont pas poursuivis. C'est ça. Donc si ils ont la liberté d'expression, ils disent ce qu'ils pensent, ils émettent leurs opinions, ils ne sont pas poursuivis. Bon, ce que je souhaite simplement, c'est qu'ils restent professionnels. C'est ça. On ne dise pas ce qu'on n'a pas vu. C'est ça. On ne dise pas ce qui n'est pas vrai. C'est ça. Que la profession reste toujours crédible vis-à-vis de tout le monde et qu'on n'ait pas l'impression que quand un journaliste est de gauche, il attaque la droite, ou bien quand il est de droite, il attaque la gauche. C'est ça. Et donc la démocratie peut se faire avec la liberté d'expression, c'est ça? Oui, mais il faut que les journalistes se mettent au diapason. Tout à fait. Il faut qu'ils se mettent au diapason de la volonté de l'expression. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont journalistes qu'ils vont enflammer les populations de part et d'autre. Donc, quand même, on mérite ce qu'on a. Pour l'heure, en tout cas en Côte d'Ivoire, je peux dire que la liberté d'expression est là. Elle est acquise, elle est mais il faut qu'on la mérite quand même. Tout à fait.
Voilà, monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cette interview et nous vous remercions énormément de nous avoir consacré votre temps et que vous allez voir dans bientôt en fait, cette interview sur notre plateforme et qu'elle sera effectivement diffusée. Et nous vous remercions énormément pour votre disponibilité. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'avoir pris de votre temps, vous qui êtes réfugié en France. Ah, tout à fait. C'était un bon séjour là-bas. Merci. En tout cas, après ce séjour, vous puissiez rentrer tranquillement au Tchad. Exactement. Espérons. Le développement de votre pays. Espérons. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci et bon dimanche. Bon samedi. Au revoir. Merci. Au revoir. Awo,